Vous avez un petit peu de sous de côté et comme votre passion est la photographie, vous avez envie d'investir dans du matériel. Et pourquoi pas un nouvel objectif. Oui, mais voilà, il y en a tellement, vous ne savez pas lequel choisir. Quel type d'objectif prendre? Quelle marque d'objectif prendre? Celle du constructeur de votre boîtier Canon, Nikon, Fuji, Sony, que sais-je, dites-le moi en commentaire, ou d'une marque tierce comme Tamron, Sigma, Samyang et encore d'autres. Vous vous demandez surtout quel est le meilleur objectif photo à acheter. Mais je vais vous le dire, la réponse à cette question n'existe pas. Voici les questions que vous devriez vous poser. Quel est le meilleur objectif photo pour moi en particulier? Enfin, pour vous. Quel est l'objectif photo qui sera le plus adapté à mes besoins et à ma pratique? Bref, vous devez choisir un objectif qui va réellement vous servir, qui sera en adéquation avec ce que vous faites, qui vous servira pour ce que vous aimez prendre en photo, qui sera utile pour le type de prestation que vous souhaitez faire si vous êtes un photographe professionnel ou désirez le devenir. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions concernant les objectifs photo. Je vais classer les objectifs en catégories et les mettre en relation avec le type de photographie pour lesquels ils sont adaptés. Et donc si vous prenez ce type de photographie, de quels objectifs vous avez besoin. Alors pour commencer, on va faire un petit point pour répondre aux questions que vous posez peut-être sur les objectifs photo. Si vous n'êtes pas trop débutant, ça va être des notions avec lesquelles vous êtes déjà familier. Alors, dans ce cas, vous pouvez passer directement au chapitre d'après. Je mets dans la description de la vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit chapitre. Alors je vais essayer de faire à peu près court parce que le but de cette vidéo, c'est de choisir un objectif en fonction de vos besoins. Donc je vais supposer que vous connaissez déjà, en tout cas, une grande partie de ce que je vais dire là. Mais ça fait pas de mal de le rappeler. Alors premièrement, un objectif est défini par une focale. Qu'est-ce qu'une focale? Je vais vous faire la définition profane parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait la bonne définition, c'est plutôt une question d'angle. Mais si vous voulez la version longue, vous avez qu'à me le dire en commentaire et puis je l'écrirai en dessous. La focale s'apparente à l'angle de vision de l'objectif. On va dire ça comme ça. Plus la focale, indiquée en millimètres, 50 mm, 100 mm, est petite, 24 mm, 35 mm, plus l'angle de vision de l'objectif sera large. Plus il est élevé, 100 mm, 200 mm, plus l'angle de vision sera faible et plus on verra loin. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, plus ça fera un effet téléobjectif. Alors je vous ai fait un petit classement des focales qui est un classement très personnel. C'est pas un truc à renseigner dans une classe, c'est pas un truc officiel. Vous pourrez également le retrouver dans l'article de blog. Donc je vous ai classé les focales comme moi je le pense dans ma petite tête. Alors je vais classer d'abord les focales ultra grand angle, on va dire 8 mm, 10 mm, 12 mm, c'est ce que moi j'appelle ultra grand angle. Ensuite on va retrouver les focales très grand angle, 14 mm, 18 mm par exemple. Le grand angle, on va dire 24 mm et 35 mm. Ensuite, on va aller sur des focales avec des angles assez proches de la vision humaine, entre 45 et 50 mm par exemple. Puis viennent les petits téléobjectifs, 75 mm, 85 mm. Et ensuite, au-dessus de 90 mm, moi j'appelle ça les téléobjectifs. Alors je le rappelle, c'est un classement très personnel, c'est pas un truc officiel. On entend aussi beaucoup dire focale, vous avez déjà entendu ça, focale à équivalent 24-36, c'est-à-dire le facteur crop. C'est quoi? Les objectifs ont une focale et cette focale ne change pas. Un 50 mm sera toujours un 50 mm, quel que soit le boîtier sur lequel vous le montez. Par contre, je voudrais juste rappeler que selon votre boîtier, la taille de votre capteur sera différente. Et ça n'a aucun lien avec le nombre de pixels. C'est la taille du capteur qui va déterminer la focale apparente, pas l'objectif. En effet, c'est comme si l'image qui traverse l'objectif, le champ de vision, était croppé, était coupé. Pour calculer la focale équivalente 24-36, on va multiplier la focale de l'objectif par un facteur. On va l'appeler ici CF. Sur les boîtiers dits plein format, c'est un abus de langage, mais on verra ça une autre fois, 24-36, le CF est de 1, il n'y a pas de crop. Sur les boîtiers dits APS-C, il sera de 1,5 ou 1,6 selon les boîtiers et la marque. Et enfin, il y a d'autres tailles de capteurs, mais il y a notamment le capteur en micro 4 tiers. Là, le CF sera d'environ 2. Ça veut dire que sur un boîtier qui sera en APS-C, par exemple, avec un CF de 1,5, un 50 mm sera l'équivalent de 50 fois 1,5, ça fera l'équivalent d'un 75 mm au niveau de l'angle. Tout ça pour dire que le choix de votre objectif, ça va aussi se faire en fonction de cette donnée, à savoir de quel boîtier vous possédez. Si vous possédez un boîtier APS-C par exemple, et que vous n'avez pas l'intention d'en changer pour un boîtier dit plein format, alors vous devriez acheter un objectif spécifique pour votre boîtier APS-C. L'objectif ne pourra pas être utilisé sur un plein format, mais il aura l'avantage d'être moins cher, moins encombrant et plus léger. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains photographes de reportage s'orientent vers des petits boîtiers APS-C comme ceux de la marque Fujifilm. Qu'est-ce que l'ouverture d'un objectif? F1.4, F4, F4.5.6, etc. C'est l'indication de la quantité de lumière maximale que va pouvoir laisser passer votre objectif vers le capteur, la taille du trou, on va dire. L'ouverture, le nombre F, est chiffré, mais c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'en fait, plus le nombre F serait grand, plus l'ouverture est petite, et plus le nombre F est petit, plus l'ouverture est grande. Quelle est la différence entre un objectif fixe et un zoom? Alors on dit zoom, en fait, c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, c'est un objectif à focale variable, par exemple, de 24 à 70 mm, de 14 à 24 mm, etc. Et comme son nom l'indique, il permet de varier la longueur de focale. Alors l'avantage des objectifs dits zoom, c'est qu'ils sont polyvalents, et puis du coup ça revient moins cher que d'acheter plusieurs objectifs fixes. Le désavantage, ça va être que c'est assez lourd et assez encombrant, c'est souvent moins lumineux qu'un objectif fixe,
et c'est souvent moins qualitatif, bien qu'en réalité il y a certains zooms qui sont vraiment déjà très bons. Alors les objectifs fixes, comme leur nom l'indique, la focale est déterminée. Alors les avantages, c'est que ça va souvent être plus qualitatif, plus lumineux qu'un zoom, plus léger et moins encombrant pour la plupart, pas pour tous. Alors les désavantages, c'est souvent que c'est spécifique à un usage particulier, et puis c'est plus cher d'en avoir plusieurs. Qu'est-ce que la stabilisation d'un objectif? Alors, elle est destinée à éviter l'apparition du flou de bougie. Alors, il apparaît quand votre vitesse d'obturation est lente, souvent en faible luminosité, et lorsque vous utilisez une longue focale ou une très longue focale, car le moindre mouvement se ressent. Alors, si vous utilisez un téléobjectif et que vous n'avez pas de trépied et que vous n'avez pas de stabilisation, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que quand vous vous mettez au bout, là, et que vous regardez avec votre boîtier au bout, hein, normalement, dans le viseur, sans trépied, en fait, l'image va bouger toute seule, parce que, en fait, le moindre petit mouvement, ça va se voir. L'avantage de la stabilisation, c'est donc d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes, en faible luminosité quand vous en avez besoin, soit pour un effet précis, un effet de flou, ou pour garder les ISO plus bas. Et ça permet, comme je viens de le dire, d'utiliser les téléobjectifs sans trépied. L'inconvénient de la stabilisation, si on peut dire qu'il y en a une, c'est que c'est quand même souvent plus cher, que c'est un petit peu plus fragile, que les objectifs vont être plus lourds et consomment légèrement plus de batterie. Alors sur les objectifs, il va y avoir autre chose qui va être important à regarder, c'est la distance minimale de mise au point. C'est comme son nom l'indique, la plus petite distance pour laquelle vous pourrez avoir un plan de netteté avec cet objectif en particulier. Elle est parfois indiquée sur le devant de l'objectif ou sur le côté, parfois non. Et ça peut être un facteur déterminant dans l'achat d'un objectif, mais ça dépend de vos intentions d'utilisation, encore une fois. Les objectifs, évidemment, avec la plus petite distance de mise au point, c'est les objectifs macro, parce que c'est leur spécialité. Alors ce qu'on peut regarder aussi sur un objectif, c'est sa construction. Alors pas le fait que ce soit forcément en métal ou en plastique, mais s'il a une construction tout temps, c'est-à-dire une construction dite tropicalisée. Ça peut être un facteur de choix pour vous, mais une fois de plus, ça dépend de l'usage auquel vous destinez cet objectif. Si vous pratiquez uniquement de la photo en intérieur, une construction qui va garantir l'étanchéité de votre objectif, ça va pas trop vous intéresser en fait. Par contre, si vous êtes un baroudeur, un photographe de voyage ou un photographe de chantier, cette donnée peut être une priorité dans le choix de votre objectif. Une fois de plus, on choisit un objectif en fonction de son usage et pas en fonction de est-ce que c'est le meilleur objectif. Alors je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que pour les créateurs de contenu comme moi, c'est très important pour faire vivre la chaîne et pour faire vivre les vidéos, pour qu'on ne travaille pas comme ça dans le vide, que vous vous abonniez, que vous likiez et surtout que vous commentiez. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi quels objectifs vous avez, pourquoi vous les avez, si j'ai oublié des choses, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie et c'est reparti. Alors on commence par choisir ses objectifs photo pour la photographie immobilière. Le photographe immobilier, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin de rendre compte de grands espaces, de la totalité des pièces qu'il prend en photo. Il va avoir besoin de donner une impression de grandeur. Il va donc avoir besoin d'objectifs grand angle, voire plutôt très grand angle. Oui, mais alors zoom ultra grand angle ou fixe, genre 14 mm. Alors on va voir les avantages et les inconvénients. L'avantage du zoom, c'est qu'il va être plus polyvalent. Il pourra servir plus facilement pour d'autres types de reportages également, paysage, architecture, événementiel, chantier. Mais l'avantage d'un objectif fixe pour ce type de photographie, c'est qu'il va être plus léger, moins encombrant, et puis surtout, bien souvent, moins cher. Mon conseil d'achat. Alors personnellement, j'utilise un boîtier 14-24 f2.8 sur un boîtier plein format. C'est un Sigma. Celui-là, il est à monture Sony. Moi, je préfère avoir un objectif qui va être polyvalent et me servir pour plusieurs types de reportages photographiques. Il me semble que posséder un seul objectif, par exemple à 14 mm, aurait été un peu limitant et m'aurait obligé à posséder également un autre objectif, par exemple à 24 mm. Et même là, malgré la qualité de certains objectifs fixes, je dis pas, le besoin de souplesse se serait fait ressentir. En effet, c'est parfois difficile de se positionner pour avoir le bon angle à l'intérieur d'un appartement ou même dans la rue. Choisir ses objectifs pour la photo de mariage. Alors un photographe de mariage doit rendre compte de nombreuses scènes qui vont être diverses et variées. Il doit faire face parfois à des conditions de luminosité extrêmes. Et puis, il doit tenir physiquement plusieurs heures debout, à se déplacer, etc. C'est un vrai marathon. Donc dans l'idéal, il a besoin de quoi? Il a besoin de polyvalence, il a besoin d'objectifs plutôt lumineux, et il a besoin de maîtriser le poids qu'il va transporter. Du coup, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs choix qui s'offrent aux photographes de mariage. Alors on va essayer de tous les faire. Alors il peut avoir un zoom dit transstandard, type 24-70. Les avantages, c'est que ça va être polyvalent pour toutes les situations du reportage de mariage. Portrait, photo de groupe, etc. Un seul objectif pour tout faire, pour cadrer différemment en bougeant le moins. Mais il y a des inconvénients. Par exemple, c'est limité au niveau de l'ouverture, on va être sur f2.8 au mieux pour un zoom premium. Ça peut être un peu lourd, ça dépend des zooms, encore plus si l'objectif est stabilisé. Bon après, si vous êtes chez Fuji, je crois qu'ils font des trucs tout petits. Alors il peut avoir qu'un seul zoom, ou il peut aussi avoir en complément un zoom dit téléobjectif 6-70-200 mm. Alors l'avantage, c'est que ça permet de varier encore plus les prises de vue. Par exemple, ça permet d'avoir des photos d'invités de loin, pendant le cocktail, sans qu'ils nous voient. Ça permet de prendre des photos de plus loin dans les lieux de culte, pour les discours par exemple, ou ça permet de prendre des portraits un petit peu plus serrés avec un autre angle. Mais l'inconvénient majeur, ça va être le poids et l'encombrement, surtout si vous voulez un objectif lumineux qui va ouvrir à f2.8, c'est énorme. Alors l'autre choix pour la photographie de mariage, ça va être d'avoir simplement un seul objectif fixe. Donc, par exemple un 28 mm, un 35 mm ou un 50 mm. Alors l'avantage, ça va être l'encombrement et le poids, on n'a qu'un seul objectif, même si certains objectifs
haut de gamme peuvent être très lourds. Ça va être également le prix, ça va coûter moins cher, sauf si vous optez pour le top du premium. Ça va vous permettre d'avoir une certaine cohérence dans toutes vos images, dans tout le reportage, puisque toutes les photos sont réalisées avec la même focale. Bien sûr, souvent vous allez avoir une ouverture plus grande qu'un zoom, puisque vous allez être souvent à f1.4, f1.8 ou f2 sur ces fixes. Et puis le petit côté liberté, parce que vous faites un choix radical, vous êtes libéré un peu du problème du choix de la focale. Alors il y a quand même des inconvénients, parce que vous pouvez être limité, pas de prise de vue de loin, difficulté pour certaines photographies de groupe si vous optez pour une focale un petit peu trop longue comme un 50 mm, et puis ça va pas forcément être adapté à toutes les photos que vous allez faire sur un mariage, donc il faut accepter quelques imperfections. Par exemple, des portraits de près au grand angle, les sujets vont être davantage déformés. Du coup, vous pouvez faire le choix d'avoir plusieurs objectifs fixes. Les avantages, ça va être à peu près les mêmes que ceux que je viens de citer pour un seul objectif, mais vous allez ajouter en plus une ou plusieurs possibilités de cadrage. Alors les inconvénients, déjà, c'est qu'il va falloir déterminer ce qui vous convient, avec quel couple ou troupe d'objectifs vous êtes à l'aise, en plus de couvrir tous vos besoins. Alors je vous propose quelques exemples de couples d'objectifs fixes qui peuvent vous convenir pour un mariage, selon vos habitudes, votre sensibilité, voilà ce que vous préférez. Alors, vous pouvez par exemple avoir un 24 mm et un 50 mm sur un boîtier, vous voulez changer ou sur deux boîtiers. Vous pouvez avoir un 35 mm avec un 85 mm, moi c'est ce que j'utilise le plus. Vous pouvez avoir un 28 mm, un 50 mm, un 35 mm plus un 50 mm, il y en a beaucoup qui le font, un 35 mm plus un 100 mm, un 50 mm plus un 100 mm, etc. En fonction vraiment de ce qui est à votre préférence. Avez-vous besoin d'un objectif macro pour faire de la photographie de mariage? Les avantages d'un objectif macro, ça va être par exemple de prendre les alliances de près, et puis ça va vous permettre de prendre de nombreux détails dans la décoration. Et l'inconvénient, ça va être d'avoir un objectif en plus à transporter, et surtout, il va falloir en acheter un autre. Selon votre style, ça va être à vous de décider si c'est nécessaire ou pas d'avoir un objectif macro. Moi, pour ma part, j'ai fait l'impasse. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mon conseil d'achat pour la photographie de mariage, en fait, ça va être 2 conseils d'achat. Parce que pour débuter, il me semble que l'idéal, c'est un zoom 24-70 tout simplement, avec une grande ouverture style f2.8. D'ailleurs, certains photographes de mariage ne lâchent jamais ce setup, et c'est vraiment parfait. Ça vous permet de faire face à toutes les situations. Pour ma part, je serais très tenté par l'utilisation d'un seul objectif, ça serait plutôt le 35 mm pour moi, parce qu'en fait j'arrive à tout faire avec, et puis ça donne une cohérence à l'ensemble du reportage photo. Mais j'ose pas encore trop le faire, j'ai déjà fait évidemment plusieurs fois en séance photo de couple, alors j'ajoute à ma besace un 50 mm, un 55 mm exactement, et un 85 mm. Alors avec ça, je fais des photos d'un peu plus loin, et certains portraits. En fait, j'utilise le 35 mm pour faire 80% de mes photos en reportage de mariage, parce que je suis plutôt à l'aise avec ces focales là, le reste c'est vraiment du bonus. Alors je peux pas vous le montrer en 35 mm parce qu'il est en train de me filmer actuellement. La focale fixe qui vous convient, ça va être à vous de vous la trouver. Moi, j'ai été longtemps adepte du 50 mm, mais en fait, avec l'expérience, à force de faire des reportages, de tester, je me suis rendu compte que finalement, la focale que je préférais, c'était le 35. C'était avec celle-là que je pouvais presque tout faire. Je pourrais presque avoir que ça pour travailler, même si ça me limiterait quand même beaucoup. Comment choisir ces objectifs photo pour la photographie événementielle? Alors le photographe événementiel en entreprise, c'est assez proche de la photographie de mariage, c'est de la photographie de reportage en fait. Donc vous pouvez prendre tout ce que je viens de dire juste avant, ou si vous ne l'avez pas vu, vous repartez sur comment choisir ces objectifs en photographie de mariage. Et puis je vais ajouter peut-être une petite variante. Parce que dans la photographie événementielle, ça arrive fréquemment d'être dans un amphithéâtre ou dans une grande salle. Du coup, ça va être plus nécessaire de posséder un téléobjectif zoom ou fixe pour réaliser des portraits des intervenants de loin. Et alors en bonus, si vous avez un très grand angle, par exemple un 14-24 mm, ça vous permet de réaliser aussi des vues d'ensemble de tout l'ensemble de l'amphithéâtre ou de la grande salle, et ça peut faire son petit effet waouh, un petit effet impressionnant quand c'est vraiment des grands événements avec beaucoup de monde. Mon conseil d'achat pour la photographie événementielle. Au minimum, je partirai avec un zoom transstandard de type 24-70 mm, plus un zoom téléobjectif de 70-200. Alors évidemment, si vous avez le triptyque 14-24, 24-70, 70-200, il peut plus rien vous arriver, il vous faut juste un gros sac photo pour tout mettre dedans, mais vous allez couvrir tout. Comment choisir ces objectifs photo pour de la photographie d'architecture? La photographie d'architecture, c'est un domaine un petit peu plus vaste que simplement de la photographie d'extérieur, d'ensembles architecturaux, type immeuble, maison, etc. Le photographe d'architecture, il va choisir un objectif pour une photographie donnée. Et la photographie, elle va se faire en fonction des perspectives et des proportions désirées du sujet sur la photo. Globalement, je vous renvoie au chapitre sur le choix des objectifs pour le photographe immobilier, qui est un petit peu avant. Mon conseil d'achat spécifique pour la photographie d'architecture. Alors ça va être un téléobjectif pour essayer d'avoir les détails et mettre en valeur un matériau, une courbe, une forme géométrique. Vous pouvez également avoir un ou plusieurs objectifs à décentrement. On les appelle également tilt shift. C'est des objectifs qui permettent de décentrer shift ou de basculer tilt l'axe de l'objectif par rapport au capteur. Alors, en voilà un, c'est celui que j'utilise, moi c'est le 24 mm de chez Canon, la version 2, avec un adaptateur pour que ça aille sur mes Sony, quoi. Alors ces objectifs-là, ça va permettre, avec la fonction de décentrement, ça va être utile pour la prise de vue en intérieur, pour recadrer une scène par exemple, puis conserver la perspective qu'on voulait au départ, ou pour réaliser simplement un panoramique comme ça. Et puis quand on photographie un bâtiment extérieur qui va être avec une grande hauteur, avec peu de recul, l'objectif à décentrement, ça va permettre de déplacer l'axe de prise de vue verticalement, pour éviter d'avoir des verticales
verticales qui sont fuyantes et puis l'avoir directement prise au capteur, mais on peut aussi le faire au post-traitement après. Alors l'inconvénient, c'est que c'est des objectifs qui sont généralement assez onéreux. Donc il faut vraiment en avoir l'usage, c'est-à-dire avoir des commandes régulières de photos d'architecture, ou vraiment que ce soit votre spécialité pour en acheter un. Après, il y a aussi l'option de la location. Quel objectif pour la photographie culinaire? Alors, la photographie culinaire, moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi à la question. Le photographe culinaire, il va avoir besoin d'objectifs en fonction des angles de vue qu'il va choisir. Alors, il peut avoir un objectif fixe de 50 mm. Les avantages, c'est qu'il va permettre de réaliser un petit peu tous les angles de photographie, notamment avec la vue des plats vus du dessus. L'autre avantage, c'est que la plupart des 50 mm sont bons, donc il y a un avantage d'encombrement et de prix. Il peut avoir un objectif fixe, un petit téléobjectif, 75, 85, 90, 100 mm macro. L'avantage de l'objectif macro, c'est que ça permet de réaliser des photographies avec une distance de mise au point très faible, et que ça permet d'avoir assez de recul pour ne pas déformer les objets. Après, c'est un objectif qui va aussi pouvoir être utilisé dans d'autres types de reportages, paysage, architecture, même en événementiel, chantier, etc. Alors, les inconvénients, c'est justement que ça nécessite un petit peu de recul, donc il faut avoir la place. Et puis, ça peut écraser les perspectives, mais en même temps, ça peut être aussi le but recherché. Alors, il peut aussi avoir un objectif fixe grand angle, type 35 mm, macro. Les avantages, c'est que ça permet, comme tout objectif macro, de réaliser des photographies avec une distance de mise au point très faible, comme le petit téléobjectif macro qu'on a vu tout à l'heure, et en même temps, ça permet d'avoir un angle de vue plus large, et une profondeur de champ légèrement plus grande. Les inconvénients, c'est que c'est un petit peu large peut-être, et puis de près, ça va être vraiment déformé. Alors, il peut aussi avoir un zoom transstandard, 24-70 par exemple. Les avantages, comme toujours, ça va être le coût. Si vous l'avez déjà, ça, vous pouvez vraiment le faire pour tout. Et puis, ça permet de zoomer, dézoomer, entre guillemets, en fonction de l'angle choisi et de la possibilité de recul. Les inconvénients, c'est que ça va être moins qualitatif, et pour de la photographie culinaire, on a besoin d'un certain niveau. Et puis, la distance minimale de mise au point, elle va souvent être plus importante. Et bien sûr, ça va être peu lumineux avec un flou d'arrière-plan moins bon. Mon conseil d'achat, si j'étais photographe culinaire débutant, moi je vous conseillerais fortement d'investir dans des objectifs fixes, de qualité et lumineux. Et bien entendu, il faut avoir obligatoirement un objectif macro. Quel objectif photo pour de la photographie de packshot? Alors pareil, la photographie de packshot, je m'y suis essayé, je l'ai déjà fait en tant que professionnel, mais j'en fais extrêmement peu. Alors, je dirais un objectif fixe, plutôt entre 90 et 150 mm. Les avantages de la focale longue, c'est que ça va vous permettre d'avoir une plus grande distance avec vos objets, et ainsi, ça va limiter les déformations. L'autre avantage, c'est que le champ de vision va être plus faible, et ça va le restreindre pour ne pas inclure des éléments parasites qui seraient à côté de votre objet. L'inconvénient, ça va être peut-être la distance minimale de mise au point si l'objectif n'est pas un objectif macro. Alors on peut aussi avoir un objectif à focale variable longue, de type 70-200, moi c'est comme ça que j'avais fait les photos à l'époque. L'avantage, vous pouvez déjà l'avoir sous le coude sans avoir besoin d'acheter un autre objectif. L'inconvénient, évidemment, ça va être la même chose pour tout zoom, ça va être moins qualitatif. Et puis, il y a encore cette histoire de distance minimale de mise au point qui va être assez grande. Mon conseil d'achat. Alors là, ça va pas être un conseil d'achat parce qu'en fait, si vous débutez, je vais plutôt vous conseiller de faire avec ce que vous avez sous la main pour vous entraîner à la photographie de packshot, parce qu'il y a aussi toute l'histoire de la lumière, etc. Il y a également la question de la taille des objets à prendre en photo. Plus il est petit, plus vous allez avoir besoin d'une focale longue si vous souhaitez garder un certain recul. Pour moi, au début, la photo de packshot, même si c'est une photo quand même de spécialiste, c'est plutôt une photo de débrouille quand on débute. On peut très bien arriver à faire du packshot avec simplement un 50 mm. Si on veut en faire une spécialité, évidemment, il faudra investir un petit peu plus. Comme vous l'avez vu, choisir un objectif, c'est surtout commencer par savoir quelle utilisation on va en faire. Vous avez également pu vous rendre compte qu'avec un objectif zoom standard de type 24-70 mm, vous avez énormément de possibilités. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez vu que j'ai une petite préférence pour un objectif fixe de 35 mm pour de nombreuses situations, y compris pour mes photographies personnelles. Je me suis par exemple acheté un petit 35 mm tout petit de chez Samyang, je l'ai pas à côté de moi, donc je vais pas vous le montrer, mais je vais vous le mettre, il va apparaître quelque part là, qui me permet de me balader, de partir en vacances, de le mettre dans un petit sac, et puis c'est tout léger, voilà, je prends des photos avec ça. S'il y a tout un champ d'objectifs que j'ai oublié ou dont vous voudriez en parler, une fois de plus, dites-le moi dans les commentaires. Les commentaires, c'est fait pour faire vivre la vidéo, mais vous pouvez aussi me contredire, me donner des idées, en bref, faire vivre la chaîne. Je vous remercie et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez.